Bonjour Caroline. Salut Clara. Alors aujourd'hui, toi tu es photographe professionnelle, mais voilà, c'était un chemin assez long, pas forcément linéaire pour y arriver. Et donc aujourd'hui, on va justement parcourir avec toi ce chemin Avec plaisir. que tu parcours donc depuis un village de Haute-Savoie où tu habites. Et donc en fin 2019, on te retrouve habiter donc dans ce village, mais travailler côté suisse, puisque tu étais frontalière, en tant qu'éducatrice spécialisée dans le handicap. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de cette situation de départ? Quels étaient un petit peu les points, on va dire, les aspects plutôt positifs, plutôt confortables aussi? Et en revanche, qu'est-ce qui était moins confortable pour toi et peut-être des choses qui pouvaient te manquer à ce moment-là? Oui, effectivement. Donc, effectivement, tu as raison. Je sors de 22 ans de carrière comme éducatrice. Donc, je suis française et j'ai été formée en France. Mais native de la région, j'ai toujours travaillé en fait sur le canton de Genève en tant qu'éduc. Et ça a été un métier passion, c'est sûr. Pendant de nombreuses années. Mais ça a aussi été un métier difficile, avec de plus en plus, au fil du temps, de contraintes, on va dire, liées au système dans lequel on est en ce moment, qui, petit à petit, m'ont un petit peu fatiguée, voire épuisée. Voilà. Donc d'un côté, effectivement, c'était un métier qui pouvait avoir du sens, évidemment, puisque si c'est un métier qui a du sens, c'est bien celui-là. Il y avait une certaine sécurité financière, voilà, donc ça te plaisait en fait. Il y avait aussi un côté travail en équipe, je crois, qui pouvait aussi être quelque chose qui te... Alors effectivement, les conditions de travail, surtout côté suisse, par rapport à la France, sont des conditions très avantageuses. On est plutôt bien payé, on a de bonnes conditions d'horaire, de vacances, etc. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance durant toute ma carrière de travailler dans des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles j'avais une place et dans lesquelles je me sentais vraiment bien. J'ai noué des liens très forts avec les gens avec qui j'ai travaillé. Et pendant de nombreuses années, ça a d'ailleurs été un pilier, un vrai pilier dans ma pratique professionnelle. Alors c'est vrai que du coup, ce travail, c'était à la fois, comme je le dis, une passion, mais d'une certaine manière un peu aussi une prison dorée pour moi. Voilà. Difficile de se dire qu'on a envie de quitter un boulot bien rémunéré, avec des bonnes conditions et qui a du sens aux yeux de beaucoup de gens en fait. Après, sur le plan personnel, est-ce que c'était facile d'avoir affaire tous les jours avec des personnes en difficulté ou... Alors, c'est une bonne question parce que c'est souvent ce que les gens se demandent. C'est là où on développe un professionnalisme, on apprend avec les années. Je dirais que pour moi, c'était pas vraiment ça, enfin c'était pas ça le problème. Oui, c'est sûr, quand on est éduc, on travaille avec des gens qui sont dans la souffrance, on est dans l'accompagnement. Là, en l'occurrence, c'était auprès d'enfants atteints d'autisme, donc avec des familles en difficulté autour du handicap. Mais le plus difficile pour moi, c'est clairement le système dans lequel on évolue à l'heure actuelle, qui est dépendant de l'économie. Voilà. Et donc, on nous impose une certaine manière de faire notre travail qui vient parfois en opposition avec nos valeurs et la manière dont on aimerait pouvoir le faire. C'est une question parfois de baisse de budget, de moyens en fait, qui peuvent être mises à disposition. Ce qui est quand même assez commun dans le social. Et alors c'est assez étonnant, on s'imagine la Suisse. Et donc on y retrouve effectivement les mêmes problématiques qu'en France sur ce genre de métiers, qui sont des métiers... effectivement, moi j'accompagne plusieurs personnes dans ces métiers qui ont du sens. Les personnes qui le font aiment ces métiers parce que justement ont du sens, c'était un vrai choix. Et finalement, ils sont confrontés à la problématique de ne pas pouvoir les faire correctement et donc d'être dans le contresens total en fait. C'est ça, quand on n'a pas assez d'effectifs pour encadrer, quand les moyens qu'on nous donne, on est confronté sans arrêt à des problèmes d'argent, des problèmes de moyens, etc. Et donc au quotidien, ça rend le travail d'autant plus difficile.
à fait. au bout d'un certain nombre d'années, en tout cas en ce qui me concerne, Voilà. ça m'a épuisée. Alors, parlons de choses plus sympas. Mhm. À cette époque déjà, tu avais donc un rêve, un rêve de devenir, d'exprimer une dimension qui était en toi, une dimension d'artiste. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui était en moi depuis ma plus tendre enfance. J'aurais voulu d'ailleurs faire des études plutôt artistiques. Oui. À l'époque, ça n'a pas été le cas. Bah justement, qu'est-ce qui, à ton avis, a fait que tu t'es retrouvée plutôt dans cette dimension, dans ces secteurs de l'aide aux autres, plutôt que de t'autoriser, entre guillemets, tout de suite, ou d'être autorisée aussi, parce que parfois c'est aussi une question de conditionnement familial, à aller vers les études artistiques? Alors effectivement, donc il y a deux choses, je pense, là-dedans. C'est que la première, c'est qu'au niveau des études, j'ai pas été encouragée dans ce sens-là, sans jugement par rapport à mes parents. Mais à l'époque, il y avait quand même cette croyance que voilà, il fallait aller à l'université et puis faire des études entre guillemets sérieuses pour pouvoir avoir le Saint Graal, le CDI et le boulot. Voilà. Donc, moi, je venais d'une famille où tout le monde était déjà plutôt matheux, et moi, absolument pas. Donc, j'ai déjà un petit peu joué des coudes pour être une littéraire. Voilà. Et donc, j'ai d'abord tracé mon chemin de manière assez conventionnelle, en acceptant un petit peu ces contraintes d'orientation. Et je suis partie à l'université pour faire des études de langue. Et puis, ben voilà, le cadre universitaire, c'était pas tellement pour moi. J'ai passé des super années là-bas, mais voilà, j'ai pas spécialement investi mes études par manque de motivation, je pense. Et c'est là qu'en fait le social est arrivé. Alors, je pense, mon hypothèse est que j'avais ce besoin j'avais ce besoin à l'époque d'appartenance. J'avais besoin aussi de me sentir utile, de pouvoir me mettre au service des autres. Venait probablement combler chez moi un besoin. Peut-être lié aussi à mon histoire familiale, peut-être voilà, prendre soin des autres, c'était quelque chose qui semblait assez évident pour moi à l'époque. Et j'ai fait ce choix toute seule. C'est-à-dire que je suis arrivée un petit peu un jour, après ma deuxième année de fac, où je n'arrivais pas à boucler mon année pour la deuxième fois, tout en étant bilingue malgré tout. Mais voilà. Donc je suis arrivée en me disant à mes parents, bon ben voilà, stop, ça suffit. Moi, je veux faire une école d'éduc, ça m'intéresse. Et à partir de là, en fait, j'ai mis en œuvre toute seule tout ce qu'il fallait pour pouvoir entrer dans mon école. D'accord. Donc, du coup, sans rentrer effectivement dans les détails parce que c'est de l'intime et ça t'appartient, mais voilà, je voulais juste souligner l'effet que ça peut avoir des fois, des événements, des secrets un peu de famille parfois, dans nos trajectoires professionnelles qui viennent quelque part soit réparer, compenser, selon les cas, reproduire parfois aussi des schémas, des configurations en fait familiales. Voilà. Quelquefois un peu malgré nous aussi, c'est-à-dire que parfois on se retrouve à être un peu héritier de quelque chose et sans en avoir conscience, on va effectivement réparer. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas quelque chose de... ça ne veut pas dire que c'est quelque chose à rejeter, hein, mais c'est une partie de notre chemin de vie. Ça sert probablement à réparer, pourquoi pas, et c'est important aussi de réparer. Et puis il y a un moment effectivement où quelque part le travail a été fait et on peut se tourner vers autre chose. Donc à l'époque, ce rêve d'être artiste et en revanche, déjà à ce moment-là, tu te disais, voilà, mais quoi alors? Qu'est-ce qui pouvait encore te freiner après 20 ans de carrière en éducation spé? Qu'est-ce qui te freinait à y aller encore?
Alors effectivement, je pense que c'est assez juste. Il y a un besoin, à mon avis, de réparer. Et puis sans doute que mon métier m'a aidée. D'ailleurs, j'ai eu la chance un de mes mentors pendant ma formation d'éduc m'avait dit il faut que tu saches ce que tu as à réparer chez toi avant de vouloir aller réparer chez les autres. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, pendant mes 20 ans de carrière, était très présent. Et oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné, c'est devenu OK. Il y a quelque chose qui s'est fait petit à petit et qui est devenu du coup envisageable au bout de 20 ans. Ça a été long. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu disais alors? Est-ce que je peux y aller? Qu'est-ce qui me freine? Alors, quand j'ai commencé alors, c'est très étrange la manière dont ça s'est passé, parce que comme tu l'as dit déjà, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. C'était dans un coin de mon esprit, il y avait toujours un jour je ferai autre chose, et cette autre chose sera artistique. Et puis, il y a eu un peu le jour d'avant, le jour d'après. J'arrive pas tellement... c'est pas quelque chose de très précis que je peux définir comme ça. Mais c'est vrai que je suis restée très longtemps avec cette croyance que être artiste, c'était pas un métier, qu'on ne pouvait pas en vivre. Il y avait quand même cette idée qu'il fallait gagner sa vie, hein, et que artiste, c'était pas la bonne voie. Donc pendant très longtemps, j'ai entretenu malgré tout ce côté artistique chez moi, mais toujours avec des loisirs, beaucoup de créativité, mais en dehors. Mais à chaque fois que je découvrais quelque chose, à chaque fois systématiquement, je me disais, et si j'en faisais ma vie? Donc ça pouvait être tout et n'importe quoi, hein. Mais il n'y avait jamais ce truc qui faisait que finalement je me lançais. Et puis la photographie est arrivée en 2009 à peu près. Et j'ai découvert plus que de la créativité et un côté artistique, j'ai découvert pour moi un véritable outil d'introspection et de travail sur moi-même. Donc en fait, je l'ai exploré pendant des années comme ça. Ça m'a ouvert les portes de quelque chose qui était très inconscient chez moi. Et donc j'ai pu l'explorer de façon en profondeur. Mais toujours avec cette idée que c'était, il y avait la vraie vie, la vraie vie raisonnable, celle de l'éduc, qui gagnait sa vie, qui avait son salaire, etc. Et puis la vie de l'artiste à côté, sans mettre Et puis je voulais pas non plus mettre de pression autour de ça, donc voilà, c'est resté pendant un certain nombre d'années. Et puis un jour, il y a eu le jour d'avant, le jour d'après, on va dire que dans des éléments déclencheurs, il y a eu le Covid. Qui est arrivé. Alors j'étais déjà un peu sur le fil, on va dire, au niveau de ma carrière professionnelle. Ça faisait quand même déjà 2-3 ans que je me cherchais un peu plus, que je ressentais ce besoin de changer de poste plus régulièrement, plus souvent. Alors ça, c'est une chance quand on est éduc, c'est qu'on peut facilement changer de poste, puis à chaque fois, on relance un peu, on a un nouveau souffle. Et puis là, je voyais bien que malgré mes efforts, ce nouveau souffle, il était de plus en plus difficile à avoir. Et donc, j'ai finalement changé de poste une nouvelle fois pour quelque chose que je pensais être plus léger, plus facile, etc. Dans un milieu où j'étais toujours éduc, mais je changeais de milieu, c'est-à-dire que du milieu spécialisé, j'allais dans le milieu ordinaire, dans le soutien d'enfants avec des difficultés dans un contexte d'école ordinaire. Donc en pensant que ça allait m'amener ce nouveau souffle de nouveau. Et en même temps, il y a eu le Covid. Et là, en fait, il y a eu effectivement un avant et un après. C'est-à-dire que ce Covid, comme beaucoup de gens, m'a amené à réfléchir sur le sens de ma vie. Pas le sens de la vie, mais le sens de ma vie, de là où j'en étais moi. Où étaient mes aspirations les plus profondes et à quel moment j'allais m'autoriser à y aller. Tout à fait. Et sur ce, il y a même carrément un événement déclencheur dans ton travail, en fait. Un jour, il se passe quelque chose, il y a une décision à prendre et des personnes avec qui tu travailles te proposent, en fait, une décision, enfin, te l'imposent presque.
et cette décision ne te convient pas. Voilà. Et qui était contraire à la manière dont je voyais les choses de façon... pour moi, ça venait me heurter même sur un plan de mes valeurs et puis sur un plan éthique. Sur un plan éthique aussi, voilà. Ouais. Et donc, on a eu un conflit autour de ça. Voilà. Et alors, qui dit conflit chez toi, pour moi, dit grande difficulté. Grande difficulté parce que réactivation de cette impression de ne pas être à ta place, réactivation de je ne suis plus utile, je ne suis plus acceptée, je ne suis plus aimée peut-être, plus quand même de la fatigue, je crois aussi à ce moment-là, pas mal. Grande fatigue. Toujours ce problème de toute façon de ce système qui a ses limites et qui ne te permet pas forcément de faire ton job jusqu'au bout, on va dire. Juin 2020, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, je craque. Tu craques. Voilà. Donc, ce que communément on appelle un burn-out. Voilà. Donc, je me retrouve, c'était un tout petit peu avant juin, je me retrouve en vacances. Et au lieu de profiter de mes vacances, je m'aperçois que je passe mon temps à pleurer. Je suis très émotive, je dors pas très bien, je me sens très très mal. Et donc, je consulte et puis mon médecin me dit ça s'appelle un burn-out. Donc ça a été un petit peu compliqué à admettre et en même temps je sentais que c'était plus... Enfin voilà, j'ai senti que fallait que j'entende ça et puis que c'était sans doute le moment de se poser les vraies bonnes questions pour pouvoir amorcer les changements nécessaires. Et alors, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là qui est assez surprenant, puisque tu me disais effectivement, ça faisait 4-5 ans en fait que vous cherchiez à acheter une autre partie de la maison dans laquelle vous habitiez pour pouvoir faire une extension, enfin en tout cas pour pouvoir agrandir plutôt. Et aussi, ton conjoint avait eu des difficultés à trouver justement un CDI. Et ça faisait partie d'ailleurs de la pression aussi que tu te mettais à cette époque pour dire je ne peux pas lâcher mon travail puisque à côté, on a quand même deux enfants. Oui. Et du coup, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là d'assez surprenant? Effectivement, donc cette question professionnelle, c'est un de mes grands projets de la vie, mais un autre de ces grands projets, c'est aussi le lieu où on habite, une maison dans laquelle on est depuis très longtemps, et on avait ce projet d'agrandissement qui a pris plus de 4 ans en fait, de procédure judiciaire, et parallèlement à ça, donc mon mari était freelance. Pendant 4 ans, il a cherché un CDI. Et les deux étaient très liés. Et effectivement, moi, j'avais cette responsabilité un petit peu de la sécurité, on va dire. Et au moment où je m'effondre, en fait, parce que je ne voyais pas comment moi, je pouvais agir sur ces deux choses-là, en fait, qui étaient un peu, qui étaient très liées, et puis des conditions sine qua non pour que je puisse continuer pour pouvoir aller de l'avant. Et à ce moment-là, la même semaine, tout se débloque. Donc au bout de 4 ans, la même semaine, on reçoit un courrier qui nous indique que la procédure judiciaire se termine et elle est en notre faveur pour la maison. Et la même semaine, mon mari a un entretien d'embauche, le poste de ses rêves, et décroche un CDI. Voilà. Donc on aurait aimé que tu n'aies pas eu de burn-out, bien sûr. Mais quelque part, c'est pas la première fois que j'observe ce genre d'enchaînement d'événements. C'est vrai que parfois, on dirait que de vouloir à tout prix garder une situation pour des raisons de sécurité, notamment. C'est comme si ça bloquait en fait d'autres possibilités qu'on n'a pas encore vues, mais qui existent, de éclore. Et ces genres de choses que moi j'observe assez régulièrement m'ont appris personnellement à faire confiance à la vie en fait. C'est-à-dire
Ça, on entend souvent le dire et on se dit, ouais, ok, vas-y, moi, je reste tranquille dans mon coin avec ma sécurité. Mais voilà, j'ai juste envie peut-être de le répéter. Voilà, on peut faire confiance effectivement à la vie parce que ce genre de choses arrivent peut-être plus souvent qu'on ne l'imagine. Donc, absolument. Les choses s'enchaînent. Je sais qu'il y a eu une reprise à mi-temps avec un début de ton activité de photographe plutôt au service des femmes entrepreneuses. Oui. Ensuite, donc, un congé sans solde. Et puis, donc, juillet 2021, la démission et le début, donc, de ta nouvelle vie professionnelle en tant que photographe, donc, à plein temps. Ouais. Avec donc vous verrez pendant la vidéo, on va essayer de mettre aussi des photos de Caroline pour que vous compreniez un petit peu quel est son travail et sur quel genre de shooting donc elle intervient. Donc voilà, depuis juillet 2021, donc là ça fait à peu près 2 ans que tu as voilà, cette nouvelle vie. Donc ça se passe plutôt bien. Ouais. Tu as des clientes, tu fais ce que tu avais envie de faire. Et puis voilà, début 2023, qu'est-ce qui se passe? À nouveau, un petit rappel. Un petit rappel, on avait dit tout à l'heure, une petite réplique. Une petite réplique de tremblement de terre. Voilà. Ouais. Raconte-nous un petit peu comment... Alors, une immense fatigue, un épuisement même. Et donc, au début, j'ai eu de la peine à l'admettre parce que j'étais en train de vivre la vie de mes rêves. Le rêve, absolument. Pourquoi Pourquoi le rêve, ça marche pas? Voilà, et puis même enfin, ça marche pas, ça marchait même trop. Voilà, exactement. Et puis, avec aussi une forme de culpabilité. J'ai pas tellement le droit en fait de me plaindre maintenant que je fais ce que je veux. Enfin voilà, pourquoi je me sens comme ça. Sauf que pas tellement le choix que de l'entendre parce que là chez moi c'est mon corps qui parle. Donc c'est de nouveau des troubles du sommeil importants. Une irritabilité constante, une immense fatigue, une oreille qui n'entend plus. Oui, voilà, ça se manifeste comme ça. Donc, obligée d'admettre que voilà, j'ai pas pu faire l'autruche. Et puis, donc je me suis posé beaucoup de questions parce que j'avais cette idée que dès lors que je faisais ce que je voulais, que j'avais plus de contraintes, que j'étais dans cette liberté que j'avais placée tout en haut de ma pyramide de mes besoins. Voilà, je me disais mais pourquoi? Et puis j'ai eu le Covid 2 fois. En très peu de temps. Donc, je me suis arrêtée. Pas le choix, je me suis arrêtée. Alors, il n'y a que quand je suis vraiment malade que je m'arrête sans culpabilité. D'accord, il faut vraiment te mettre le dos au mur et... Voilà, il faut que j'ai de la fièvre, que je ne puisse plus bouger pour pouvoir m'arrêter. Et donc, dans ces moments-là, je peux réfléchir un petit peu, prendre un peu de recul, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais allée au bout de cette fameuse notion de liberté. Voilà. Donc effectivement, je crois que pour moi en tout cas, je suis passée par les étapes que j'avais besoin d'avoir. Expérimenter cette liberté jusqu'au bout. Et puis dans mon cas, trop de liberté tue la liberté. Voilà. Pas que dans ton cas, je te rassure. Voilà, c'est un petit peu comme si j'avais laissé le petit vélo s'emballer et que j'arrivais plus à rattraper les pédales pour le freiner. Voilà. Donc je ne manque pas d'entrain, d'idées, d'envie de faire 1 milliard de choses et de développer mon activité. Ça, c'est vraiment pas mon problème. Mon problème à moi, c'est de me canaliser. C'est de cadrer ces idées, de les canaliser et puis surtout de faire en sorte de les transformer pour derrière, parce qu'il y a aussi quelque chose que j'expérimente depuis 2 ans, c'est ce passage d'un état salarié à un état indépendant. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on rencontre souvent dans ces passages-là. Et on a du mal à négocier ce qu'on a un petit peu la relation au cadre. Donc il me semble que justement, quelque part...
Dans cette séquence de répliques qui a ouvert à nouveau une faille, tu as quand même trouvé une belle pépite au fond de la faille. Oui, absolument. C'est ton besoin de cadre, en fait, d'être un peu plus, de te donner un cadre. Oui. C'est ça. En tant que, à la fois, voilà, pour ton organisation quotidienne, puis aussi pour avoir, voilà, une attitude entrepreneuriale un peu plus solide. Il me semble aussi qu'il y a eu une autre découverte qui est plus sur le contenu de ton travail à ce moment-là. Tu me disais qu'effectivement, il y avait ce côté cadrage, mais il y avait aussi une histoire plus par rapport à ton offre. Oui. Donc jusqu'ici, en fait, tu as réalisé pendant 2 voire plus, en fait, parce que ça commençait même avant, des portraits de femmes entrepreneuses. Oui. Avec une dimension dans chacune des activités de ces personnes quand même liée soit à l'éco-responsabilité, soit au sens justement encore une fois. Et tu t'es dit, voilà, j'ai peut-être envie de faire encore autre chose. Peut-être que si le côté de faire uniquement un genre de reportage, c'est peut-être pas ce qui me suffit, ce qui va me combler en fait. Oui. Tu te dis quoi alors que tu vas... Alors, j'ai réalisé que j'avais besoin de diversifier. Voilà. J'ai besoin de diversifier mon activité pour continuer à me nourrir, en fait. C'est ça. Parce que je suis aussi... Ce que j'ai compris de moi, c'est que je vais vite m'ennuyer si les choses sont trop répétitives, routinières. Alors, certes, j'ai besoin qu'elles aient du sens, un sens qui correspond à mes valeurs, mais j'ai besoin aussi qu'elles ne soient pas... répétitive. Donc je ne pouvais pas me contenter entre guillemets d'être une photographe commerciale par exemple. J'ai commencé parce qu'il fallait, là de nouveau, je pense que j'ai suivi des étapes. Je suis quelqu'un qui expérimente. Je conceptualise les choses quand je les expérimente réellement. J'ai besoin de les vivre pour me rendre compte de oui, ça c'est bien, ça va pas. C'est souvent un trait très propre des personnes créatives d'ailleurs, c'est de apprendre par l'action en fait. Voilà, par la création, donc c'est ça. Par le concret. Donc j'ai commencé avec des choses très concrètes. Je vais offrir des shootings photos à des femmes entrepreneuses. Et puis là, je m'aperçois que je souhaite diversifier cette activité. Et même cette activité de portrait, elle évolue. Même au sein même de cette activité qui était... que je l'ai commencé d'une certaine manière et je suis en train de la faire évoluer. Et parallèlement à cette activité, je diversifie et là, je suis plutôt en train de travailler sur des offres de formation, des offres d'accompagnement avec la photographie. On retrouve un peu l'éducatrice du coup. Exactement. Et je pense que je suis passée d'un état un petit peu, et de nouveau, je pense que c'était pour moi les étapes nécessaires. D'abord une espèce de séparation. Pour pouvoir appréhender, peut-être pour pouvoir rencontrer réellement l'artiste, la photographe. Tout à fait. Donc de séparer le côté j'étais éduque, maintenant je suis photographe. Et maintenant que c'est fait, que j'ai fait cette rencontre, je peux rassembler. Voilà. Je peux revenir plus sereinement vers une dimension un petit peu plus... effectivement de l'accompagnement, de la formation, d'être en relation avec le... Et en y allant par ta propre voix vraiment singulière qui est celle de la photographie et de l'art en général, puisque tu me parlais aussi de l'envie d'écrire, de faire aussi des portraits aussi écrits, autant écrits que visuels. Et ce que tu dis sur le côté effectivement de séparer, d'écarter d'abord pour ensuite ressembler à nouveau, ça m'évoque beaucoup effectivement un aspect du processus créatif, une manière en fait de mener du processus créatif qui est justement celle d'aller creuser, explorer chaque donnée quelque part du problème de départ, d'aller vraiment bien creuser tous les éléments de chaque partie du problème. Et en fait, à force de creuser de chaque côté, on a l'impression en fait que toutes les choses prennent de la distance, se différencient, mais finalement, c'est en creusant qu'on va trouver des éléments communs que nous aident finalement à les rétisser ensemble.
Et du coup, voilà, ce que tu as vécu, ça m'évoque vraiment ça. Il y a un autre élément aussi qui m'interpelle dans ce cheminement, en fait, que tu as fait depuis tes débuts en tant que photographe de femme entrepreneuse, avec des activités éthiques ou en tout cas avec du sens. C'est qu'en fait, on a l'impression que tu vas de plus en plus vers quelque chose qui est de l'ordre de vraiment de créer, de nourrir et de mettre en forme par les images et par les mots une relation. Et que dans ce que tu envisages comme aussi travail d'accompagnement et de formation, il y a aussi cette notion de relation et de rencontre. Et je crois que c'est finalement, quand tu nous racontais ce que tu aimais dans ton travail d'avant, là où j'ai vraiment vu tes yeux pétiller, c'est quand tu nous parlais du travail d'équipe, du fait d'avoir une place, d'être avec les autres, à co-construire. Et donc, j'ai l'impression que finalement, tu es un petit peu en train de retrouver ça aujourd'hui. C'est important, oui, absolument. Aujourd'hui, je peux même aller jusqu'à dire que la photographie devient un prétexte dans la rencontre. Ce qui me fait vibrer réellement dans mon travail, c'est aller à la rencontre des gens, de découvrir qui elles sont, parce que ce sont essentiellement des femmes, qui elles sont, ce qu'elles entreprennent et pourquoi elles le font. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai dessiné avec elles un petit peu les contours de qui elles sont, quelles sont leurs valeurs, etc., alors ça nourrit ma créativité photographique et je sais presque instinctivement quel genre d'image je vais pouvoir faire. Tout à fait. Et ce que tu dis, ça m'évoque encore autre chose du processus créatif, justement. Décidément, c'est que effectivement, quand on commence la création de quelque chose, qu'on a un nouveau projet, on pense un petit peu au but qu'on se donne. Donc, dans ton cas, ça pouvait être devenir photographe et donc développer un style, une patte, etc., une genre de clientèle, une manière de communiquer autour, etc. Et ça nous donne comme de l'énergie. C'est un peu comme un carburant qui sert jusqu'à un certain point pour justement créer notre activité. Mais après, pour que ça dure, pour la pérenniser, il faut donner un autre sens à ce but. C'est-à-dire, il faut se donner un autre... c'est plus un but d'ailleurs, c'est plus un objectif. Moi, je l'appellerais plutôt une finalité, voire même une contribution. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'apporte avec ça ? C'est-à-dire, si je continue à être fixée uniquement sur mon objet professionnel, donc faire des photographies, au bout d'un moment, en fait, je vais épuiser l'énergie. Quand je l'ouvre et je le finalise à une contribution, à un apport, bah là, effectivement, j'ai de l'énergie à revendre pour, je l'espère, en tout cas pour toi, des années. Et voilà, donc d'ailleurs, c'est aussi ce que j'avais découvert dans ce phénomène et cette pratique que j'ai étudiée pour créer ma méthode, qui est donc la pratique du voyage en itinérance. Et c'est exactement pareil, c'est-à-dire que les personnes arrivent à destination et se rendent compte que finalement, cette destination, ce voyage tout entier n'était qu'un prétexte pour finalement réaliser des parties d'eux-mêmes, opérer des changements dans leur vie qui ont vraiment du sens, qui vont dans les sens d'un alignement. Et que donc, finalement, c'était juste pas juste, c'était hyper important et ça a toute son importance, évidemment, le type d'activité ou le type de voyage ou le but. Évidemment, ça donne tous les ingrédients pour l'après. Mais c'est pas le tout, en fait, c'est pas la fin. Donc toi, aujourd'hui, tu te vois comme tu m'évoquais quand on a discuté avant cet entretien, tu évoquais un peu cette figure du maillon de la chaîne. Oui. Voilà. Oui. Et du fait d'être quelque chose, enfin d'être une tisseuse de liens. C'est ça. Voilà. Effectivement, c'est ce terme en fait qui m'est resté. Un jour, j'ai fait, il y a 2-3 ans en arrière, je faisais quelques séances de coaching. On avait travaillé sur mon ikigai, etc. Et la personne qui me coachait me dit, mais vous êtes une tisseuse de liens. Et ça a vraiment résonné très fort en moi. Et je me suis dit, effectivement, si j'ai une mission, c'est celle-ci. Et l'image qui m'est venue, au-delà du fait de tisser des liens, c'est d'être le maillon de la chaîne, le maillon qui vient... En fait, les maillons s'entremêlent et puis grâce aux maillons, on peut aller très loin.
et de faire partie de ce tout, en fait. Voilà. Et ce qui m'évoque aussi ce que tu dis, c'est, je l'associe comme ça très spontanément au fait que tu vis quelque part un peu à la frontière aussi entre deux pays. Tu peux être vu aussi comme un maillon de la chaîne des Alpes, entre la France et la Suisse. Donc, tu peux travailler aujourd'hui dans les deux pays, en fait. Tes clientes sont d'un côté ou de l'autre aussi de la frontière. Donc, il y a aussi ce lien interculturel qui me semble aussi être, dans ton histoire personnelle, quelque chose de assez présent. Absolument, absolument. Alors là, tu mets le doigt sur quelque chose que je n'avais pas identifié de façon aussi évidente. Mais ça me parle complètement, bien sûr. Et j'ai à cœur justement, être dans cette zone frontalière. Alors moi, je suis native de cette région. Et être dans cet entre-deux, en fait, me plaît énormément. Et d'aller d'un côté comme de l'autre, effectivement, ce lien interculturel, par exemple. Et effectivement, à t'écouter, je pense que j'ai aussi cette fonction ou cette mission au sein de ma famille, par exemple. Oui. Je suis, je pense, celle qui fait du lien. Et dans ta famille, il y a des origines ou des personnes qui sont d'autres pays, je crois aussi, non? Oui. Il y a des origines étrangères, effectivement. Ok. Donc, on dirait que là, l'alignement, il se fait bien. Et je trouve que, du coup, tu as réussi aujourd'hui à faire de ton art un peu ton travail aussi, à allier aussi ce côté du sens, un côté un peu plus léger que tu associes au côté artistique. Comment tu te ressens par rapport à ça? Est-ce que, est-ce que tu t'y attendais à pouvoir y arriver? Est-ce que ça a été plus une surprise à finalement associer tous ces éléments? Alors, non, j'en doutais pas, en fait. J'ai toujours été portée quand même par une espèce de conviction que je peux. Après, parfois, la difficulté chez moi, c'est d'aller un petit peu mettre en mots tout ça ou bien rendre les choses un peu compréhensibles aussi entre ce qui se passe à l'intérieur et puis ce qu'on en fait. Mais j'ai jamais eu, et encore maintenant en fait par rapport à ce que tu dis, les choses elles prennent énormément de sens pour moi. C'est comme une évidence en fait. Je sais que mon chemin actuel il est juste, mais effectivement c'est encore un chemin. C'est un chemin. Et je sais que c'est en perpétuelle évolution. Et j'accepte cette idée que, et ça c'est assez nouveau aussi pour moi, accepter qu'il faut du temps aussi pour que les choses émergent et puis prennent forme. Et puis d'accepter aussi que la forme qu'elles prennent, elle n'est jamais vraiment, elle n'est pas définitive. Non. Elle évoluera encore. Voilà. Donc pour toi, l'alignement, c'est aussi, effectivement, c'est pas quelque chose de donné, mais c'est quelque chose qu'on continue finalement à faire. On s'aligne au fur et à mesure, voilà. Oui. Et à un moment T, c'est ça, être aligné, puis à un moment T, c'est peut-être autre chose. C'est ça, l'alignement dans l'instant présent. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est cette idée que finalement, à partir d'un certain moment, où on a réalisé le but, c'est-à-dire que tu as créé ta société, t'es photographe, ok. À partir de là, en fait, quelque part, le reste du chemin, ça va se fabriquer. Porté par cette énergie, finalement, de savoir que tu es à ta juste place. Et voilà. Et donc, je pense que le plus dur dans des transitions professionnelles et surtout quand on va vers la création d'entreprise, c'est justement d'arriver à cette étape, en fait, d'avoir réalisé ce premier but, de faire le plein d'énergie pour pouvoir ensuite continuer à fabriquer son chemin, en étant aussi très ouvert aux opportunités qui nous viennent évidemment de notre environnement, du moment où on est bien axé sur vraiment ce qu'on a envie de faire. Est-ce que tu arrives quand même à côté d'avoir d'autres activités, soit artistiques à nouveau, y compris dans le domaine de la photographie, parce que récemment tu as même exposé dans une galerie toujours en Haute-Savoie, à Saint-Julien. Est-ce que tu arrives à trouver encore le temps pour ça ou pour d'autres choses? Oui, en fait, si tu veux,
pour avoir le temps, j'essaie de l'intégrer en fait c'est-à-dire d'avoir une vision plutôt globale de mon activité. Au début, voilà, on pense aussi raisonnable, il faut manger à la fin du mois, donc on essaie de penser des offres, comment je vais gagner ma vie, etc. Et puis, au fur et à mesure, toute cette dimension artistique, elle s'intègre de façon logique et cohérente dans ma pratique, même celle qui est rémunératrice. À côté de ça, j'essaye d'avoir quand même, j'ai aussi quelques travaux, on va dire, plus personnels, que je développe à côté par pur plaisir. Alors, sincèrement, je manque parfois de temps et je manque aussi de disponibilité dans l'esprit pour pouvoir vraiment nourrir ça. Mais aujourd'hui, c'est plus une frustration parce que mon travail rémunérateur est aussi tu as intégré cette dimension. Exactement. Tu as intégré cette dimension plus artistique. Oui. Voilà. Ok. Et puis je sais que ces derniers temps, il y a une autre activité aussi qui te... Alors là, oui, c'est une activité que... Alors, c'est une surprise pour moi. Je ne sais pas encore pourquoi cet investissement. En tout cas, plus qu'un investissement, c'est une forme d'engagement. Il y a quelques semaines, alors c'est quelqu'un que je connaissais de loin dans mon village, comme ça, on a un éleveur de brebis. Et il y a quelques semaines, j'arrive en plein milieu, un moment où les bébés, les agneaux sont en train de naître, c'est une période, etc. Et je sais pas trop ce qui me pousse à ça. Mais depuis 3 semaines, je vais nourrir ces bébés, puisque certains bébés, malheureusement, ne peuvent pas ou ne sont pas nourris par leur mère correctement. Et donc, il faut que le berger prenne le relais. Et c'est en fait, en réalité, un véritable boulot assez conséquent. Et je me suis sentie... je ne sais pas, je me suis sentie poussée vers une espèce d'engagement comme ça envers la personne du berger et ses petits agneaux que je vais donc nourrir. Je deviens une pro maintenant. je vais peut-être avoir un élevage de brebis dans quelques temps, je ne sais pas. Mais voilà. C'est ça la suite du chemin. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, je réalise, est au service aussi de tout le reste. C'est-à-dire que ça me fait beaucoup réfléchir, déjà le pourquoi je fais ça, mais plus largement, ça m'amène à réfléchir à énormément de sujets qui viennent nourrir ma créativité de photographe, mon envie de raconter des histoires, parce que j'ai 1 milliard de choses à raconter par rapport à cette expérience. Voilà. Et ça, c'est encore une fois... l'importance de se mettre en relation aussi avec son environnement physique, animal, parce qu'il a plein de ressorts, il a plein de supports d'inspiration, de ressources pour justement nous nourrir aussi. Et je trouve, un petit peu ce qui est en train de t'arriver aussi. Il me semble que ce genre de choses t'était arrivé aussi lorsque tu as fait donc, un atelier art de l'itinérance. Donc c'était en juin 2021, donc c'était 1 an pratiquement après ton burn-out et au moment presque de ta démission en fait. Qu'est-ce que dans cet atelier t'as le plus aidé, t'as le plus apporté comme moment, comme partie de l'atelier? C'était un atelier très très riche à tout point de vue. Maintenant, l'exercice qui a été le plus marquant pour moi, c'est l'itinérance, la balade. Concrètement, on est parti en balade sur un parcours que tu avais repéré avant. Avec chacune avec nos questionnements qu'on avait travaillés en amont, donc vraiment avec une conscience un petit peu de certaines choses, de certains questionnements. Des questions. Conscience des questions. Des questions, exactement. Et on a fait cette balade et moi je me suis laissée complètement porter par ce qui venait à moi.
Donc j'ai fait des photos évidemment avec mon téléphone, j'avais juste mon téléphone sur moi. Comme tout le monde. Voilà. Et donc je faisais des photos sans trop réfléchir, hein, de ce qui m'appelait, de ce qui attirait mon attention. Voilà, au cours de cette balade. Et pour moi, après coup, ça a été l'occasion d'avoir une lecture un petit peu à travers aussi ces images et ce qui s'est passé pour moi pendant ce moment. Je me souviens me dire que j'avais besoin d'aller plus vite, par exemple. Et puis le rythme que tu nous as donné m'a obligée à ralentir. Ouais. Et qu'au début, c'était quelque chose qui était un peu difficile pour moi. J'étais un peu avec cette envie d'aller plus vite. Et puis, j'ai ralenti. Hein. Et je me suis rendu compte à quel point c'était bénéfique. Parce que du coup, il y a quelque chose qui s'est calmé, posé un petit peu à l'intérieur. Et petit à petit, ancré. Centré. Ouais. Exactement. Et j'ai pu être beaucoup plus présente à ce qui se passait. Voilà. C'est un peu la condition sine qua non. C'est-à-dire qu'effectivement, si on marche trop vite, il y aura plein d'autres choses probablement. Il y aura presque plus de moulin dans la tête. Mais c'est un genre de pensée qui n'est pas le même de celui que Art de l'itinérance propose d'aller chercher. Donc effectivement, la lenteur est essentielle pour que vous ayez accès effectivement à la profondeur. Et donc, quel a été l'élément? Il me semble qu'il y a une histoire d'arbre. Oui. Il y a au cours de cette balade un arbre que je trouve absolument extraordinaire qui m'interpelle en fait. Donc tout part d'un tronc. Il y avait, je crois, d'un tronc, 2 troncs qui partaient, il me semble, ou 3, je ne sais plus. Hein. Donc, et à un moment donné, ce tronc, enfin un des troncs, je ne sais pas lequel en premier, mais il y a une espèce de connexion improbable entre les 2 arbres de façon perpendiculaire, hein, comme ça, les 2 troncs partent. Et il y a comme un tronc supplémentaire qui était déjà, c'était pas une petite branche, hein, et qui part se connecter à l'arbre d'à côté. Voilà. Et pour moi, c'était exactement, cet arbre m'a dit exactement ce dont j'avais besoin en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'était l'interprétation de j'ai besoin d'être connectée, d'être ce fameux maillon de la chaîne, d'être en lien. Et ça a de l'importance pour moi. Et je me souviens qu'on en a parlé de cet arbre et pour moi c'était tellement évident que tout le monde l'avait vu en fait. Tellement je le trouvais incroyable. Pour moi c'était impossible qu'on ne le voit pas cet arbre et en réalité tu l'avais pas vu. Non, alors que c'est la première en fait, le premier chemin d'itinérance pour mes ateliers que j'ai créé. Donc, ça fait depuis fin 2019. Donc là, on était en juin 2021 quand même. Hein. Donc, la première fois que je l'ai créé, c'était fin 2019. Donc, je suis allée sur place. Je l'ai parcouru. Je me suis dit, tiens, il y a plein de choses intéressantes. Des panneaux avec écrit des mots, une clairière, effectivement des arbres, mais bon, pas celui-là. Bref, et je suis allée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous imaginez entre donc, fin 2019 et juin 2021. Et j'avais jamais vu cet arbre. Donc, c'est pour dire effectivement que quand les choses doivent parler, elles parlent. Et puis, tu as été tellement effectivement fascinée quelque part et reliée à cet arbre que quand tu as réalisé le reportage photographique du coup sur moi, tu m'as amené tu m'as fait voir cet arbre pour la première fois. Donc là, on est en août plutôt 2021. Donc voilà, c'est encore... Et du coup, tu me prends en photo... dans cet arbre, la boucle est bouclée, donc c'était un petit peu un message quelque part pour toi, cet arbre, qui anticipait finalement cette place que tu as aujourd'hui d'être un maillon de la chaîne. Absolument. Bon, écoute, merci infiniment Caroline, c'était passionnant. À toi. Et je partage. Passionnant pour à la fois ton histoire, pour tout ce qu'elle nous donne à voir en fait du processus créatif.
que ce soit pour devenir quelqu'un qui fait de l'activité créative, mais pas que. C'est vraiment des processus qu'on peut mettre en place pour tout type de transition professionnelle. Voilà, je vais vous mettre en description de l'épisode donc tous les liens, toutes les informations sur Caroline. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut. Merci.